Real Madrid, Valence, 30e journée de la Liga. Le Real Madrid qui reçoit l'un de ses meilleurs ennemis sur les dernières saisons, Jota. Un match qui devrait être encore sous tension, même si c'est au Bernabéu, l'atmosphère devrait être un petit peu plus douce. Ouais, un match toujours électrique face à un adversaire qui ne nous aime pas trop et qui adore nous jouer. Et qui, par contre, donne bien ses fesses au Barça de manière générale. Donc oui, je m'attends à un match quand même acharné face à Valence, qui est bien mieux qu'en début de saison, même si tout n'est pas parfait. Mais voilà, le Real doit s'accrocher parce qu'on est à 3 points, pratiquement 4 du Barça. Et tout faux pas maintenant serait pratiquement décisif dans la course au titre. Mm, mm. Comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour faire notre petite rubrique, les paris de Jota, de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet, jusqu'à 100 euros sous la forme de bonus, rendu en cas de premier pari perdant avec le code Real France. Notamment, on en reparle en fin de vidéo, on fera un petit point sur la cagnotte comme d'habitude. Bon, cette équipe de Valence, mine de rien, elle va mieux qu'au moment où on les a rencontrés, parce que si je me souviens bien, début janvier, quand on les a joués, parce que le match qui avait été décalé en plus à la suite des incidents tragiques du côté dans la communauté de Valence. Bon, toujours est-il qu'on les avait joués le 3 janvier, c'était le démarrage d'un calendrier complètement fou sur cette année 2025. On s'était imposé 2 buts à 1 dans un scénario assez fou d'ailleurs, parce qu'on perdait 1-0, si tu te souviens bien. Vinicius se fait exclure, mais derrière on renverse 86e et 93e. Bellingham et Modric qui marquent. Cette équipe de Valence, surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'elle va mieux. Parce que je regarde un petit peu au classement, là, elle est 15e et puis elle a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Bah, c'est ça et puis finalement, quand tu regardes un petit peu dans le détail, depuis, décembre, si je dis pas de bêtises, Valence perd 4 fois et les 4 fois, c'est face à l'Atlético, le Barça 2 fois et nous. Donc finalement, à part contre les 3 gros, il y a pas de défaite. Donc oui, c'est une équipe qui va mieux. Espérons que la stat perdure parce que ça voudrait dire qu'ils perdent du coup, demain face à nous et c'est évidemment tout ce qu'on souhaite. Mais oui, c'est une équipe qui va mieux, mais qui a, comme je viens de l'exposer, quand même du mal face aux grosses cylindrées. Dès que le niveau quand même s'élève énormément, on n'est plus sur le Valence des années 2000-2010, on est sur un Valence quand même qui joue le maintien et ça, c'était quand même très peu habituel ces dernières années. Ah, c'est vrai que je suis en train de regarder plus précisément les résultats. Ils ont pris 7-1 contre le Barça, c'est vrai, fin janvier en Coupe du Roi. Après, ils ont Et, et, pris et, et 5-0. 5-0. Ils ont pris 3-0 contre l'Atlético de Madrid. Bah, c'est vrai qu'ils ont gagné tous les matchs qui étaient à leur portée. Valladolid, ils ont battu. Bon, il y a encore des matchs nuls un petit peu problématiques, j'ai presque envie de dire, pour une équipe qui joue son maintien, même si malgré tout, ils sont quand même plutôt sur le bon chemin. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette équipe de Valence là, dernièrement? Est-ce qu'il y a un ou deux bonhommes que tu sors du lot? Non, pas spécialement. Tu vois, Valence, c'est pas une équipe que j'ai énormément suivie ces derniers temps. Donc, je mentirais si je pouvais parler précisément de leur forme actuelle et de ce qu'ils font actuellement. Donc, je vais pas m'exposer. Des bons joueurs, il y en a dans cet effectif, mais c'est un effectif qui est quand même assez jeune, qui bouge beaucoup d'année en année. Donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'assurance du côté valencien. Surtout que même au niveau de la direction, c'est quand même très tangible. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'incertitudes et ça se ressent dans l'effectif. On en avait déjà parlé lors de la preview du match aller. Ça dure depuis quelques temps et c'est aussi pour ça que le club est instable parce qu'il y a un très beau stade, c'est une très belle ville, c'est un club quand même historique en Espagne et ce Valence-là ne devrait pas jouer le maintien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'il en est. On a un effectif très jeune et qui ronronne beaucoup dans cette Liga. Hmm. 46 buts encaissés cette saison en 29 matchs, ce qui est énorme, ce qui fait de Valence l'une des pires défenses du championnat, même si il y a pire encore avec Valladolid et 65 buts encaissés en 29 matchs. La stat est quand même dantesque. Bon, puis on s'était imposé, je le rappelle, 2 buts à 1 au match aller. Passons sur notre partie Real Madrid. Ça sert à rien, je pense, de s'éterniser sur Valence. On a un problème. Alors, on tourne avant l'entraînement, avant le dernier entraînement et la conférence de presse, donc on n'a pas forcément tous les derniers détails. Pour les derniers détails, il faudra se connecter demain midi 30 avec moi pour la revue de presse. Toujours est-il qu'aux dernières informations qu'on a pu nous faire remonter,
Thibaut Courtois, ça sera encore trop juste pour le match de demain. On l'espère plutôt pour être de retour à Londres face à Arsenal. Et on a Lonin aussi qui souffre d'un petit problème. Alors c'est un peu flou au niveau de concrètement l'absence qui va l'attendre. On verra bien s'il sera sur la pelouse ou pas cet après-midi pour l'entraînement. Toujours est-il qu'a priori, pas de Lonin, pas de Courtois demain. Ouais, forcément, ça va nous donner droit à un invité surprise. Et puis, les troisièmes gardiens, ça tourne souvent, ne serait-ce que sur la liste de convoqués côté Real Madrid. Donc, qui sera aligné? Je crois que c'était Fran González qui était le pressenti selon la presse. Oui. Nous, on a aussi Sergio Mestre qui est quand même souvent aussi dans le groupe. Donc, voilà, certainement un des deux. Ça reste quand même une vraie incertitude parce que forcément, c'est un troisième gardien et on va pas se mentir, on ne sait pas forcément ce que ça vaut. Et puis, il y aura forcément la pression du Bernabéu, mais qui sait, peut-être aussi une belle surprise. Mais oui, c'est quand même inquiétant de se dire qu'à l'aube d'un match de Ligue des Champions, nos deux gardiens semblent blessés parce que même si on adore Courtois et qui répond toujours présent, et s'il est apte à Londres, je me fais pas trop de soucis. Voilà, il n'aura pas joué depuis quelques temps, et puis son suppléant est blessé aussi, donc pas de très très bonnes nouvelles. J'ai envie de dire, tu vois, à Madrid, il y a personne qui est épargné cette saison par les blessures. C'est quand même très très fou parce que même nos gardiens subissent ce fléau-là, et ça fait quand même vraiment beaucoup beaucoup qui ont rejoint l'infirmerie cette saison. Bon, en tout cas, c'est clairement Florian González qui tient la corde pour être titulaire demain. Ce que je regardais même d'un point de vue statistique, sur 19 des 29 matchs cette saison, en Liga évidemment, c'est lui qui était le troisième gardien, donc c'est quand même plutôt lui qui tient la corde, comme je le disais, pour être titulaire demain. Tu l'as pas forcément vu jouer, t'as pas de... Lui, Non. il arrivait en 2022, mais depuis 2023, il a intégré l'équipe première. Alors après, il faisait un peu le yo-yo, parce que comme tu disais, ça tourne quand même Mhm. pas mal au niveau des troisièmes gardiens, mais ouais, bon. En tout cas, c'est un profil qui a été décrit très grand, il fait 1m99. Ça. Carlo, à l'époque, l'avait comparé avec Buffon en termes de profil, parce qu'il est très grand, il est dominant dans les airs. Ce qui fera pas de mal, parce que peut-être que Courtois et Lonin, c'est un petit peu le point faible sur ces dernières semaines, et qui est malgré tout très fort sur sa ligne. Bon, on aura l'occasion de le voir à l'œuvre demain, le petit jeune. Bon, toujours pour rester un peu sur le point infirmerie, Mendy Ceballos, alors encore une fois, c'est pareil, c'est vrai qu'on va parler avec des pincettes parce qu'on verra ce qui se passe aujourd'hui. À l'entraînement, toujours est-il qu'à mon avis, enfin c'est même sûr ils seront pas là pour ce week-end. Et moi perso, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que même à Londres, je pense qu'ils y seront pas. De toute façon, Ceballos, c'était un retour prévu face à Alaves entre les deux matchs face à Arsenal. Donc oui, je le vois Au absolument pas début, revenir. au début, ça parlait même de objectif final de Coupe du Roi pour Ceballos, hein. Ouais, mais tu vois, ils étaient revenus quand même, et Alaves, ça paraissait déjà court. Donc là, ce week-end, je veux dire, même s'il est apte, il y aura pas de prise de risque, pour être très honnête. Donc je pense pas. À Londres, à voir, mais je pense que le Real sera prudent et se dira: «Vas-y, autant, tu vois, allez, vas-y, vaut mieux laisser passer le match aller, puis on verra si on a vraiment besoin de toutes nos forces au match retour, et là on pourra prendre des risques». Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant là-dessus, et de toute façon, on le voit. On a déjà tellement de blessés, on tire déjà beaucoup sur l'ambulance et sur le physique de beaucoup de joueurs. Tu vois, Bellingham encore qui déclare après son match du week-end qu'il a hâte d'avoir son jour de repos parce qu'il est absolument rincé. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il le dit cette saison. Donc il y a énormément de fatigue, et qui dit fatigue dit forcément risque de blessure musculaire, et c'est ce qui se passe cette saison. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre de risque du tout. Et à mon avis, pour ce week-end, concernant les deux, oui, je pense qu'il y aura pas de risque de prix. Est-ce qu'il n'y a pas un joueur là qu'on attend particulièrement là, sur ce week-end? C'est Eduardo Camavinga. Parce que je le rappelle, Tchouaméni ne sera pas là pour le match aller face à Arsenal. Ceballos, c'est pareil, je pense qu'il sera pas là pour le match aller, même s'il est à peu près prêt. Comme tu disais, je pense qu'il n'y aura pas de prise de risque. Kamavinga, forcément, je pense qu'on l'attend titulaire à l'Emirates. Il a attendu à falloir qu'il fasse un gros match, non? Je sais pas, il était latéral gauche le dernier match, donc toi tu l'attends titulaire au milieu. Moi je suis pas Il sûr. n'y aura pas Tchouaméni, Je hein. l'a- non, mais dans l'absolu, je l'attendrai aussi. Mais Carlo Ancelotti me donne aucune assurance de ce qu'il va faire avec son milieu de terrain, donc inconnu total pour moi. Mais évidemment, dans tous les cas, de toute façon, qu'il soit à gauche, qu'il soit sur le banc, qu'il soit au milieu de terrain, il est attendu parce que sa saison est trop en dents de scie pour un joueur de sa qualité.
Et comme tu le disais si bien, et pourtant c'est un joueur que et toi et moi on adore hein, particulièrement. On trouve qu'il a énormément de qualité, puis parce que c'est le cas tout simplement. Il a beaucoup de qualité, notamment technique, et puis d'autres. De toute façon, c'est un joueur assez complet, mais c'est quelqu'un qui fait trop de performances irrégulières. Et on l'attend forcément dans des matchs références comme ça. Donc s'il est aligné au milieu de terrain, moi je mets vraiment le conditionnel parce que je suis tellement pas sûr de ce qui va se passer avec Carlo que voilà, je préfère pas me dire que c'est le joueur la plus attendu et qu'il sera déterminant dans cette double confrontation. Donc, mais en tout cas, oui, il est attendu sur son rendement, ça c'est certain, parce qu'on aura besoin de tout le monde et dont Eduardo Camavinga, surtout avec les absences dont tu as parlé, parce que même s'il n'est pas titulaire, il aura du temps de jeu assurément. Ouais, et justement, enfin, voilà, on se projette, on est déjà finalement un peu sur une pré-preview face à Arsenal, parce que bah, forcément, on sait que ce match, c'est un peu un dernier préparatif aussi avant ce match, et qu'on va sans doute peut-être avoir des petits enseignements sur ce match en vue d'Arsenal, mais surtout, enfin, si Kamavinga n'est pas titulaire face à Arsenal, alors que Tchouaméni n'est pas là, que Sebas n'est pas là, sur le CV, ça va faire mal, hein. Ah, ça sentira, enfin, pas que ça sentira le roussi, mais ça voudra dire qu'il a quand même perdu Du crédit, hein. un max de confiance et un max de crédit auprès de Carlo Ancelotti, ça c'est sûr. Mhm. Bon, euh, je reste, c'est un point d'actu, mais ça reste lié au match face à Arsenal. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas tombé encore au moment où on fait la vidéo, malheureusement, parce que ça aurait été bien de la commenter avec tous les tenants et les aboutissants. Toujours est-il que Rudiger, Mbappé, Vinicius et Dani Ceballos sont tous les quatre dans le collimateur de l'UEFA. Parce que comme tu le sais, après le match face à Atlético de Madrid, apparemment, il y a eu des petites célébrations qui n'ont pas été apprécié au goût de tout le monde, quelques gestes. Bon, Rudiger, il avait fait un geste un peu comme ça. Mbappé s'était touché les parties intimes, un peu clin d'œil, j'imagine, à ce qu'avait fait Diego Simeone en premier il y a un petit moment maintenant. On attend la sanction. De ce que je ressens, il y a surtout des craintes par rapport à Rudiger. On craint côté Real clairement une suspension de Rudiger pour ce match face à Arsenal. Tout est prétexte à sanctionner le Real Madrid, notamment au niveau européen. Je pense que Nasser El Khelaifi a pris énormément d'ampleur au sein de l'UEFA, ça c'est certain. Et je pense qu'il en a marre de se faire fouetter le cul par le Real. Et du coup, il doit mettre son petit nez son petit nez là-dedans parce que franchement, ça, c'est de la connerie pure et dure. C'est de la connerie parce que si vraiment tu dois t'atteler à tout ça, sur des célébrations, je pense que tu fais des enquêtes à peu près à tous les matchs. C'est un peu comme les banderoles, c'est un peu comme plein de choses où tu as l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses parce que certains clubs sont sanctionnés ou en tout cas enquêtés et d'autres non. Moi, j'aimerais que les instances du foot, elles se focalisent sur des vraies choses, notamment par exemple le Barça qui joue avec deux joueurs. Je fais un rapprochement vraiment qui est bête, hein, mais un rapprochement avec le Barça, qui est notre ennemi juré et qui, pour moi, bénéficie d'énormément de complaisance de la part des instances, que ce soit espagnoles ou européennes, mais notamment espagnoles cette saison. Parce que le Barça, je le rappelle, joue avec deux joueurs qui n'ont pas le droit de jouer, en fait, tout simplement, depuis 4 mois. À savoir, c'est Dani Olmo et Pablo Torre. Inigo Martinez, non? Non, Non, Pablo Torre. Pablo Torre, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc ça, je trouve que ça mérite beaucoup plus d'enquête et peut-être des décisions prises beaucoup plus rapidement, plutôt qu'un Rudiger qui, OK, fait un geste qui est pas super, Mbappé aussi, et puis il y a Vinicius aussi, c'est ça le troisième qui était enquêté. C'est Ceballos. Mais voilà, ça reste une réaction, une célébration sur un but de mecs qui ont entre 20 et 30, 32, 33 ans. Voilà quoi, c'est l'euphorie du football, c'est aussi ce qui fait sa beauté, son spectacle. Parfois, sa mocheté, mais en tout cas, il y a rien de très fou. Et si vraiment un des joueurs du Real venait à être sanctionné pour ça, OK, alors va falloir enquêter partout et tout le temps, parce que sinon, ça prouvera simplement que le Real est simplement enfin la bête de foire des instances européennes. Tu crois vraiment à une sanction Non, sportive? pas tellement. Mais déjà, le fait qu'il y ait une enquête, je trouve ça un peu bizarre. À la limite, je vois plus une amende financière pour ce genre de geste, mais une sanction, en tout cas, j'espère pas. Si vraiment il y a une sanction là-dessus, ce serait quand même vraiment très grave. Oui, puis là, finalement, on est sur un fait extra sportif parce que c'est même pas après un but, hein, c'est après il me semble que c'est après le coup de sifflet final, quand ils ont célébré la qualification, il me semble. Enfin, bref. Enfin, oui, je trouverais ça complètement débile et hallucinant que finalement une sanction sportive soit donnée après un geste qui,
sort du cadre sportif, En non? fait, en fait, si jamais tu sanctionnes ça, bah, faut aussi surveiller les mecs quand ils sont sur la route, en rentrant chez eux et puis peut-être mettre des caméras chez eux, puis se dire: «Bah, putain merde, si jamais les gars, ils font aussi des célébrations à domicile, peut-être qu'il faut les sanctionner». Non, si ça se passe sur le terrain, OK, si ça se passe en dehors, comme on vient de le dire, une sanction financière, OK. Si jamais ça vient toucher le côté sportif, ce serait ridicule et lamentable. On est d'accord. Et ce serait un gros problème pour le Real, hein, si tu venais à perdre Rudiger En plus. parce que tu aurais que Asensio, hein, finalement tu auras Asensio et donc enfin Asensio et David Alaba, mais je pense que personne n'a envie de voir David Alaba titulaire à Pas tout Londres. de suite en tout cas. Non, non. Bon, toujours petit complément d'information, mes chers amis, puisque le communiqué de l'UEFA, la sanction est tombée entre le moment où on tourne la vidéo et on la publie. Donc, je vous apporte ces précisions-là. 40 000 euros d'amende pour Antonio Rudiger, 30 000 euros d'amende pour Kylian Mbappé et 20 000 euros d'amende pour Dani Ceballos. Pas de sanction sportive pour aucun des joueurs du Real Madrid, pas de sanction tout court d'ailleurs pour Vinicius Junior. Attention quand même, gros avertissement pour Rudiger et pour Kylian Mbappé qui, en cas de récidive, de mauvais comportement, prendrait directement un match de suspension. Voilà, on referme la parenthèse. Toujours un petit sujet d'actu rapide, quoique non, celui-là je vais le passer, on se le gardera pour plus tard, parce que je vois qu'on est déjà bien dans les temps. Tu vois quel 11 demain? En tout je vois un 11 en tout cas qui se rapproche de ce qui va être, aligné face à Arsenal. Même si c'est un match à l'extérieur à Londres et qu'il y aura forcément une approche distincte parce qu'en plus l'adversaire n'est pas du tout le même, ne joue pas dans le même, dispositif tactique, donc il y aura forcément des ajustements. Mais en termes d'hommes, je pense que là c'est quand même le moyen de répéter des gammes, tu vois? Il y a eu du turnover aussi le dernier match, donc là je pense qu'il faut entre guillemets «revenir à quelque chose de plus, rapprochant par rapport à ce qu'on a envie de faire à Londres. Donc, donc je pense qu'on aura un 11 approchant. Donc après, c'est assez simple. Je pense qu'on aura du Courtois s'il est dispo, en tout cas j'espère. Fede Valverde à droite, Rudiger, on espère pas sanctionné avec Asensio. Hem, à gauche, moi j'ai le doute, hein. Je t'avoue, j'ai le doute encore avec Kama. Je pense qu'on aura une réponse, du coup, bah, justement dans le match de demain. Mais je vois quand même aller Fran Garcia qui s'impose là-dessus avec un milieu de terrain Camavinga, Modric et Bellingham et puis devant, Pas les 3 Tchouaméni? habituels. Tchouaméni jouera pas. Tchouaméni, je pense qu'il va être titulaire parce qu'il jouera pas à Londres. Je sais pas. Moi, j'ai un doute parce que oui, ça ferait sens dans le sens où il prend du temps de jeu parce qu'il sait qu'il jouera pas le match d'après. Mais est-ce que t'as pas d'intérêt si c'est Ouais. le milieu que tu veux faire jouer, sachant qu'ils ont pas joué beaucoup ensemble? En fait, il y a plusieurs choses se dire. Ok, ils prennent peut-être des automatismes ensemble dès ce match-là, ou alors, bah, si je mets aussi ce milieu de terrain-là, je donne déjà une cartouche à Arteta à savoir comment mon milieu va jouer. Donc oui, c'est vrai que ça ferait peut-être plus sens que Chouameni joue pour flouter un petit peu la compo probable du Real. Mais d'un autre côté, si vraiment Kamavinga doit être aligné à ce poste, sachant qu'il a joué le dernier latéral gauche, moi franchement, je mettrais quand même mon milieu de terrain qui va débuter face à Arsenal. Je vais te dire un truc, Carlos, c'est celui qui envoie ses 11 de départ 2h30 avant le coup d'envoi. Alors je pense que flouter, flouter C'est pas trop son délire. je pense pas que c'est un problème de masquer ou démasquer son 11 probable. C'est Non, vrai. moi je pense que Tchouaméni jouera simplement dans une perspective de bah il sera au repos forcé dans quelques jours, donc ce sera à lui de jouer. Et je pense plus à un Bellingham, tu vois, au repos, surtout s'il a dit qu'il était complètement cramé. Je vois plus ça comme ça, mais à mon avis, de toute façon, on sera encore surpris une fois de plus par Carleto. Bon, dites-nous en tout cas, vous aussi, le 11 là, que vous attendez pour le match de demain, puis votre petit pronostic. Nous aussi, on va faire nos petits pronostics avec notre partenaire Unibet, mais évidemment, comme d'habitude, disclaimer, on joue avec responsabilité, s'il vous plaît, quand il s'agit d'argent. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Hein. De 3 euros, c'est très très bien, c'est largement suffisant. Et on va faire un petit point cagnotte avec Rota qui est toujours en tête. Bon, on a fait une petite correction parce qu'on avait fait un petit foirage dans les calculs sur un pari qui remonte un petit peu, mais Rota est bien toujours leader avec 110 euros 30 de la cagnotte dans la cagnotte virtuelle, 107,99 pour Punto, et moi avec 90,52 centimes dans ma cagnotte.
Je suis toujours celui qui est dans le négatif. Les codes du match, que je retrouve ça, le Real Madrid qui est coté à 1,29 pour cette partie, 8,40 pour la victoire de Valence pour les visiteurs. Et toi, Rota, c'est quoi ta cote? Alors, ma cote, c'est Vinicius buteur. Après avoir délivré 2 passes décisives, je le vois bien être décisif, mais en marquant juste avant le match face à Arsenal, histoire de se redonner un petit peu de confiance et un peu de goût du but. Ça fait un petit moment, je crois que Vini n'a pas marqué en plus. Mais en tout cas, je le vois buteur. Il est coté à 2,21, 2 € de mise, histoire de, allez, on va dire, entre guillemets, assurer cette première place au classement. Punto, notre ami Punto qui a misé sur un combo. Résultat du match, c'est les deux équipes marquent. Donc oui, victoire du Real Madrid et les deux équipes qui marquent selon Punto. Et moi de mon côté, je suis parti sur du simple, hein, du Kylian Mbappé. Le joueur marque 2 buts ou plus dans cette partie. Je vois bien Mbappé dans la continuité sur la bonne série qu'il est en championnat. Vous avez compris, Mbappé Elle est à combien celle-là? 3,60. Ok, 3,60 pas pour mal. le doublé ou plus pour Kylian Mbappé. Bon, vous aurez compris, Kylian Mbappé ne marquera pas donc ce week-end. Ou Bon, peut-être qu'un seul but. ou un seul but et après il va tirer 3 fois sur le poteau. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la Merci Tom. vidéo. Le programme du week-end, vous le connaissez, on se retrouve demain 12h30 pour la revue de presse en direct, l'avant-match, puis on fera un gros point aussi sur ce qui se passe au niveau du Barça, parce que ça fait beaucoup parler en Espagne, et puis on se retrouve après le match pour le débrief en direct, comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, et on se dit à très vite sur la France. Ciao. Ciao.